Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Et c'est reparti pour un nouveau numéro de Kenkeliba, la matinale qui vous réveille. Les deux invités vont également nous accompagner jusqu'à 8h. Kenkeliba en direct sur la RTS et nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Vous pouvez également réagir tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. L'équipe va tout à l'heure me rejoindre. Mais en attendant, comme toujours, nous allons sur la météo du jour avant de rejoindre le coach Tandakhadia en salle de sport. La météo du jour, les prévisions sur Dakar et à l'intérieur du pays. Nous allons tout de suite les découvrir avec nos partenaires de la NACIM. On se retrouve dans quelques instants. Amis téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée sur Kenkeliba en vous présentant les temps forts de l'actualité météorologique. C'est un temps dégagé par rapport à hier où le ciel était couvert. Ceci va avec une hausse des températures diurnes au nord-ouest, surtout aux confins de Matam où les 40 degrés sont dépassés. Regardons la configuration des nuages en Afrique de l'Ouest. C'est un ciel qui est dégagé dans la partie sud et est du territoire, mais des nuages qui quittent l'océan pour aborder les zones nord où la nébulosité est très présente. Côté prévision, donc, à partir de ce jour, pour la journée d'aujourd'hui, donc, c'est des températures qui évoluent entre 37 et 38 degrés au centre. 32 degrés, c'est la température la plus basse à Dakar. Mais 41 degrés, c'est le pic à Matam. Il fait très chaud dans la région de Matam. 37 degrés à Podor, 2 degrés de moins à Saint-Louis, c'est-à-dire 35 degrés à Saint-Louis. Dans la partie sud, c'est entre 35 et 36 degrés où les températures vont osciller. Dans la partie est, sur l'axe Tambacounda allant jusqu'à Kédougou, c'est un temps de 36 degrés qui est prévu avec des alternances de nuages et de soleil et de belles éclaircies sur l'ensemble du territoire. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est une canicule qui est très présente au nord, un temps qui est assez clément sur la frange occidentale. Sur ces belles images de l'océan Atlantique au large de Dakar qu'on vous quitte, mais n'oubliez pas d'aller sur nos pages YouTube, Twitter pour des informations beaucoup plus actualisées. Merci beaucoup à nos partenaires de la NACIM pour la météo du jour. Et sans plus attendre, on va bouger un petit peu et rejoindre le coach Tandakhadia en salle de sport pour la capsule gymnastique de ce matin. Et déjà, l'équipe est bien en place dans le studio et je l'invite à me rejoindre. Elle va justement s'installer en attendant qu'on rejoigne le coach Tandakha en salle de sport pour la capsule gymnastique et on se retrouve après. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être au rendez-vous. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, le soulevé de terre. Alors, avec ce soulevé de terre, mesdames et messieurs, alors je vous recommande particulièrement de suivre les coachs et surtout de savoir qu'on a le dos assez plat. Alors, voyez la position surtout des épaules. Ceci, évidemment, certainement, vous allez respecter les consignes du coach dos tout à l'heure. Alors, encore une fois, merci de votre fidélité donc à votre émission Kenkeliba, la gym, que vous suivez tous les matins. Encore une fois, merci pour cela. Mais avant d'aller plus loin, je donne la parole au coach dos. Nous voilà ce matin pour notre séance du mercredi. Et pour aujourd'hui, on va présenter le soulevé de terre ou deadlift, comme on l'appelle souvent en anglais. Et maintenant, le deadlift est un exercice de base en musculation pour les renforcements de dos, du ischio-jambier, de mollet, mais aussi des muscles érecteurs du rachis, autant pour moi. Maintenant, pour ce deadlift, pour vous qui avez des problèmes de genoux, ne pouvant pas faire de squat ou de fente, là, c'est l'exercice idéal pour vous permettre de renforcer votre bas du corps, mais aussi votre dos. Allez, on vous donne rendez-vous dans les démonstrations. J'espère que vous nous avez bien suivis et que vous avez bien apprécié la complexité des exercices qu'on a effectués, mes collègues et moi. Et on vous appelle surtout à faire attention à l'exécution de ces exercices, parce que c'est des exercices très complexes qui demandent une certaine rigueur au niveau du posture, mais aussi sur le plan technique. Allez, merci beaucoup et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.
merci coach Do, merci également le coach Mansour, le coach Bou qui justement a dirigé cette séance d'hier. J'espère que, mesdames et messieurs, ça vous a plu encore une fois, puisque là, véritablement, quand vous avez devant vous des coachs qui sont rompus à la tâche, eh bien, c'est vrai, les qualités perceptivo-kinétiques, là, on les sent bien. C'est une excellente chose avec toute la justesse de ces mouvements. En tout cas, ce qui est bon de retenir, c'est surtout, mesdames et messieurs, eh bien, la justesse de ces mouvements. Et donc, ne pas faire des erreurs. Alors ça, véritablement, c'est donc à enlever de ces exercices. Alors, cela dit, le rendez-vous, ce sera là-bas demain, sur le plateau. Alors, le plateau, je vous salue tous, donc là, le plateau, les invités et tout le monde. Et je vous souhaite aussi une excellente journée. Allez, à demain, Inch'Allah, ce sera là. Merci beaucoup, coach Tandakha. Et nous aussi, on a vraiment hâte de vous retrouver demain sur le plateau pour la gymnastique en direct. Et vous avez raison de dire qu'il faut absolument s'entourer de professionnels pour justement éviter des erreurs quand on pratique une activité sportive. Alors, l'équipe est déjà bien installée. Sarah à ma droite, All Black. Oui, All Black. Oui, aujourd'hui. C'est pour aller avec le blanc que tu as porté ce matin, hein, c'est ça? Ah oui, ah oui. Bonjour Adama. Ça va, tu vas bien? Je vais très bien. Alors, bonjour également à Laura. Bonjour. On va parler de quoi tout à l'heure dans ta chronique culture? Alors tout à l'heure, on va parler de cinéma et de la célébration du centenaire d'Ousmane Sembène avec une rétrospective de tous ces films qui va se tenir pendant tout un mois. Exactement. Et nous en parlions d'ailleurs la semaine dernière avec le fils de Ousmane Sembène, Mamoussa Sembène. Absolument, c'est sur ça. le plateau, tout Exactement. à fait. Oui. Bonjour également à nos invités et je te laisse le soin de nous les présenter. Sarah. Alors, deux invités pour ce troisième numéro de la semaine avec des sujets qui se rejoignent. Oui. On va parler alimentation, on va parler santé, on va parler de belles initiatives, des femmes entrepreneurs surtout quand on sait qu'elles sont surtout dans le commerce et la transformation des produits locaux. Tout ça c'est lié bien sûr. Nous recevons donc ce matin avec un immense plaisir Dr Abdou Badiane qui est docteur en nutrition en alimentation humaine. Il est le vice-président de l'association de nutrition et d'alimentation du Sénégal, association créée depuis juin 1985 et affiliée au FANUS, Fédération africaine des sociétés de nutrition, qui d'ailleurs organise à Dakar sa 5e conférence autour de la nutrition. Le thème retenu, approche multisectorielle pour le renforcement des systèmes alimentaires et réalisation d'objectifs de nutrition durable en Afrique. À ses côtés, une grande dame bien habillée d'ailleurs sur le plateau. Oui. On aime ça à Kirkeliba. Madame Aïssatou Ayo Diop, qui est coordonnatrice du programme d'appui au développement économique et social du Sénégal. Elle vient ce matin nous présenter les objectifs des 96 heures de l'entrepreneuriat féminin, une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. On en reparle. C'est du 21 au 24 novembre. On revient bien évidemment sur les objectifs de cette initiative avec elle dans la rubrique invité. Ce sera tout à l'heure. Bonjour Madame Diop. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bien, merci. Elle, c'est Sarah. Sarah. Oui, bonjour Sarah. Ça va? Oui, en forme. Bien. Alors, bonjour également à Dr Badiane. Bonjour Madame Adama, bonjour Sarah. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, vous avez votre tasse de Kenkeliba et vous allez nous rappeler très rapidement les bienfaits du Kenkeliba. C'est bon pour la santé, non? Oui, le Kenkeliba, c'est comme toutes les boissons chaudes, sont importantes pour la santé. Oui. Notamment parce qu'ils ont des teneurs en nutriments qui sont très importants, notamment les polyphénols, qui jouent également un rôle dans la régulation du cœur, mais également qui jouent un rôle très important par rapport à la tension. Oui. Et au-delà, en tout cas, de ces effets également, ils ont des effets bioactifs qu'on ne peut pas également tout énumérer, mais en tout cas, c'est une des boissons chaudes les plus intéressantes. Notamment, ça fait partie également de nos aliments locaux. C'est ça. Notamment qu'on doit également promouvoir à l'image également des autres boissons chaudes, notamment le café ou bien en tout cas d'autres produits qui sont importés. C'est ça. Il y en a quand même sur le plateau qui avaient hâte de boire avec un Kenkeliba. Ça, c'est Laura. Tous les mercredis, elle vient seulement pour ça. Moi, je me suis réveillée que pour ça. Vous croyez que je suis là pour la culture? Non, je rigole. Ah, elle adore. C'est pour le Kenkeliba. J'ai dit que vous étiez bien habillée, Madame Diop. Bon, à côté aussi, Dr Badiane aussi. Oui. Bien habillée. Made in Sénégal. Made in Sénégal. À 100%. Voilà. Merci. Et c'est très bien d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, vous avez sans doute suivi le match d'hier. Sénégal-Togo, un match qui s'est soldé par 0 but partout, un match qui a mis nos nerfs à rude épreuve. C'était pénible. C'était complètement compliqué pour le Sénégal et aussi pour le Togo. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se battre mutuellement, on comprend, mais c'était quand même compliqué et pénible pour nous, les supporters. Mais bon,
Ça s'est soldé, comme je le rappelle, par 0 but partout. On espère que le Sénégal fera mieux pour ses prochains matchs. On le rappelle, ces matchs qui comptent pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Tu as suivi sans doute, bien entendu, Sarah. Tu as suivi hier. Absolument, de bout en bout, le match des Lions. Et même quand je devais me déplacer, j'écoutais sur Radio Sénégal International avec les commentaires du coach Tandara. Un match difficile, c'est vrai, quand on joue à l'extérieur, c'est jamais facile. C'est des matchs difficiles parce que le public ne nous est pas forcément favorable. Et pour ceux qui connaissent le stade de Kégué et le public de Lomé véritablement, c'est des supporters très chauds qui savent mettre de l'ambiance. Donc les Lions n'étaient pas forcément sur un terrain favorable. Maintenant, on aurait pu faire mieux dans le jeu, évidemment. Merci à Edouard Mendy. Qui véritablement nous a sauvé l'homme du match. Autrement, on aurait pu facilement repartir avec un 2 ou un 3-0. Les Togolais n'étaient pas... lors des dernières minutes. Absolument, on n'était pas très adroit non plus. Donc, heureusement pour nous, on repart avec un match nul très précieux, sachant que le Togo va se déplacer ici. J'ai beaucoup aimé cette belle adversité que l'équipe togolaise nous a opposée, tout simplement, avec un fait sous placard incroyable, avec des tirs qui nous ont donné des surprises. Le gardien togolais n'était pas mal non plus, Mensa Ouattara. Bon, véritablement, c'était un beau match, comme on aime les voir, avec, comme je disais tout à l'heure, une belle adversité entre les deux équipes. J'ai été agréablement surprise par l'équipe du Togo. Aliou Cissé avait raison quand il disait que ce serait un match difficile. Ça veut dire qu'il sait que c'est une équipe très athlétique, très physique. Et c'est ce qu'on a pu voir véritablement sur le plan physique. Ils nous ont quelque part étouffés. Donc voilà, bon, après on a fait quelques changements. Nicolas Jackson, quand il rentre, sur ça les change un peu. Oui, absolument. Nicolas Jackson, quand il rentre, ça change. Koulibaly était dans le match, mais à un moment, on l'a vu complètement lessivé et fatigué. Est-ce que c'est lié... Il s'est beaucoup donné quand même durant ce match. Il a fait un très bon match. Mais en fin de partie, il était fatigué, Koulibaly. Est-ce que c'est lié au match qu'on a joué contre le Sud-Soudan ici avant d'enchaîner? Est-ce que c'est lié au championnat dans lequel il évolue en ce moment, quand on sait qu'il joue en Arabie, Ligue Pro, le mot va me revenir, comment ça se dit, Saoudia, Ligue Pro, c'est exactement le mot. Et donc, bon, autre joueur aussi, Crépin Diatta, qui était pas mal. J'ai vu qu'il a, depuis un certain temps, pour être bien repositionné, Crépin Diatta nous surprend agréablement. Et bien sûr, Edouard Mendy, véritablement l'homme du match qui, sans lui, on serait peut-être reparti avec une défaite qui ferait mal. Et Aliou Cissé était debout durant tout le match. Les deux mi-temps, c'est dire à quel point la pression était sur lui, contrairement au match qu'on a joué contre le Sud-Soudan, où il était pratiquement assis durant toute la partie. Vous imaginez. Mais oui, et Edouard Mendy n'avait pas beaucoup de boulot non plus. Quand on jouait contre le Sud-Soudan, absolument. C'était très calme. Bon, on a gagné 4-0, tant mieux. Et c'est pas fini. Les éliminatoires se poursuivent. Il va falloir que le Sénégal assure et qu'on garde la tête de ce groupe pour assurer notre qualification au mondial. Et on l'a toujours dit, les rencontres Sénégal-Togo, surtout à Lomé, sont toujours assez compliquées pour le Sénégal. Oui, quasi impossible de battre cette équipe. C'est pas évident, c'est une équipe difficile à manœuvrer, surtout quand elle joue chez elle. Une équipe surprenante, je crois que c'est ça le mot. Parce qu'autant on peut aller et puis les battre sur des scores qu'on ne comprend pas, autant cette équipe peut vous opposer une adversité très difficile, très délicate, comme on a pu le voir lors de ce match Sénégal-Togo hier. En tout cas, on s'en est plutôt bien sorti, tant mieux pour nous. On prend un point et on garde la tête du groupe en attendant. C'est ça. Laura, tu as suivi? J'ai suivi tout en pensant à Sarah, comme d'habitude. Je me demandais, est-ce qu'elle criait un peu Saoudia Pro League, voilà. Saoudia Pro League, voilà. Non, oui, justement, j'ai été assez dans le suspense aussi, parce qu'effectivement, quand on s'attend, on se dit, bon, est-ce qu'on va marquer? Est-ce qu'on va marquer? On voit que voilà, c'est un peu difficile et tout. Mais bon, après, comme tu l'as dit, on prend le point et puis on continue. On espère que pour la suite, ça va être plus concluant. Mais c'est vrai que ça reste quand même des matchs intéressants à suivre parce que du coup, je pense que ce suspense-là aussi, c'est un peu ce qui fait que dans le sport, on va être un peu passionné aussi de vraiment essayer de comprendre les tactiques, pourquoi le coach fait tel ou tel choix, etc. Et bon, après, on espère pour la suite qu'on pourra faire mieux, évidemment. On espère aussi. Docteur Badiane, un petit commentaire sur ce match Sénégal-Togo? Bon, je ne l'ai pas suivi quand même, mais je pense qu'hier, en partant au King Fahd, j'ai écouté un peu le discours de Aliou. Il disait que c'était un match vraiment challengé, notamment par rapport au public, par rapport au stade de Lomé, qui fait partie des stades où les équipes adversaires, surtout les équipes externes,
ont plus de problèmes, en tout cas en termes d'intensité, mais également en termes d'adversité. Oui. Je pense que Sarah l'a dit tout à l'heure, ça nous permet également de nous remettre en question, parce qu'on a une équipe nationale qui est là, qui est encore, en tout cas le vainqueur donc, de la dernière CAN. Il n'y a aucune équipe, aucune petite équipe en Afrique. Je pense que ça nous permet encore de bouger encore, de se concentrer sur les prochaines échéances, notamment la CAN qui arrive dans les prochains mois. Oui. Tout le monde veut nous battre. Hein. Mais oui, c'est normal. Champion d'Afrique, normal. Tout le monde, nous aussi, on a un titre à défendre. Bien sûr. Et tout le monde cherche à nous arracher ce titre. C'est normal aussi. Aïssatou, vous avez suivi? Pas j'étais occupée aux 96 heures de l'entrepreneur. Ah oui. Féminin. Et, mais vous supportez à fond l'équipe du mais nous Sénégal. supportons à fond l'équipe du Sénégal, même si nous sommes africains. Donc c'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. Qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. C'est ça. Absolument. À tous les coups. C'est ça. Mais après, on a vu tellement de commentaires sur les réseaux sociaux, surtout ceux qui disent que lorsque c'est le gardien qui devient homme du match, là, il y a problème. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Non, il y avait problème hier. Non, je dis que le Togo nous a opposé une belle adversité. On aurait pu perdre ce match sans Edouard Mendy. Il y a eu des occasions franches, surtout en fin de match. Ça, c'est des occasions de but. Je veux dire, dans l'équipe togolaise, ils auraient eu un vrai buteur, un tueur, comme on dit. Ces occasions, ils ne les auraient pas ratées. Absolument. Edouard Mendy n'aurait pu rien faire. Mais là, véritablement, regardez, vous revoyez les images. C'était des occasions franches. De l'autre côté, nos attaquants n'ont pas fait grand-chose dans ce match-là. On ne les a véritablement pas vus briller. Donc, voilà, il y avait problème. Edouard Mendy, homme du match, le gardien. Bon, mais une équipe, c'est 11 joueurs, non? Donc, voilà. Ça, le gardien peut être aussi homme du match. Exactement. Alors, tant mieux pour nous. Le Sénégal est attendu aujourd'hui sur un autre front. Il s'agit toujours de football avec l'équipe U17 qui va affronter la France aujourd'hui. Je pense que c'est à midi, non? Oui, à 12h. À 12h, exactement. Et on rappelle que l'équipe du Sénégal U17 est actuellement en compétition. C'est le mondial justement de football U17. Le Sénégal, on le rappelle également, a perdu son dernier match face au Japon 2-0 et on espère que cette fois ce sera la bonne puisqu'en cas de défaite, malheureusement le Sénégal risque de rentrer et ce sera fin pour nous dans cette compétition mondiale, Sarah. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est les matchs couperés. On est en 8e de finale. On gagne ou on rentre. C'est ça. On a une grosse équipe en face de nous, l'équipe de France qui a gagné tous ces matchs. De poule, une équipe qui est très en forme, joueuse également. Donc, il faudra faire très attention. Serine Salioudia, j'imagine qu'il a dû trouver les bons mots pour galvaniser cette équipe et leur insuffler également les bonnes techniques et tactiques qu'il faut sur le terrain. Les erreurs, autant pour moi, vont se payer cash. La plus grosse erreur peut-être qu'on a pu commettre, c'est de ne pas avoir mieux négocié ce match contre le Japon. C'est ce qu'on aurait dû faire pour éviter de rencontrer cet adversaire-là et poursuivre la compétition avec des adversaires d'un moindre calibre. Ça aurait été plus simple pour cette belle et jeune équipe. Je rappelle qu'ils sont aussi champions d'Afrique. Mais ce 2-0 contre le Japon nous a carrément compliqué la tâche. Le gardien titulaire qu'on perd, on le change. Le deuxième gardien qui vient, aussi qui est blessé, mais qui probablement va jouer ce match également, j'imagine, parce qu'on l'a vu s'entraîner. À part, le gardien, lui, a carrément titulaire, je veux dire, a carrément intégré le groupe lors des entraînements. Donc, Amara Diouf, c'est aujourd'hui qu'on a vraiment besoin de lui en tant qu'homme de match pour faire la différence sur le terrain. En tout cas, bonne chance à nos Lions, à nos Lionceaux, autant pour moi. Faites-nous revivre les belles émotions de 2002. C'était France-Sénégal également. On a gagné, ça veut dire que c'est possible. C'est un match de foot, c'est 90 minutes. Il faudra leur tenir ce discours-là, les appeler, je sais pas, peut-être la Diouf, à Lucissé, tout ce beau monde-là pour leur dire exactement que c'est possible. 90 minutes, la balle est ronde pour tout le monde. On peut faire la différence. C'est un match de 8e de finale, tout est possible. Donc, bonne chance à nos Lionceaux. Moi, j'y crois. Et il faut se battre véritablement pour remporter ce match aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que vous suivez cette compétition U17? Oui, je l'ai suivi. Je pense que c'était l'avant-dernier match. Ils ont quand même, en tout cas, haussé la barre haute. Ils ont gagné, je pense, 4-1. C'était le match avec une équipe sud-américaine.
On a joué contre la Pologne, on a joué contre l'Argentine aussi, je crois bien, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était un match vraiment... En tout cas, je pense que c'est, comme Sarah l'a dit, c'était... Le dernier match était donc le match où contre le Japon. Oui. En tout cas... On a pris 2 buts quand même. Mais je pense que quand même, ils vont se rehausser parce que Sénégal-France, ce n'est pas... Sénégal-Pologne, ce n'est pas... Il y a également toute une histoire derrière. Exactement. Je pense que ça va encore leur donner encore, en tout cas, d'autres sources. Je pense que s'ils se réfèrent en tout cas au Gaindé de 2002, peut-être ils auront encore plus d'énergie pour aller de l'avant. C'est ça. Et c'est justement sur ces notes d'encouragement qu'on va fermer ce chapitre foot et passer à la chronique culture de Laura. Et c'est juste après ceci. Alors Laura, on va enchaîner et parler de ce mois de diffusion pour célébrer Ousmane Sembène. Tout à fait, c'est le moment de la rétrospective, donc l'occasion pour les associations de cinéastes de se réunir autour du personnage d'Ousmane Sembène et pour pouvoir célébrer un petit peu son héritage, ont décidé de s'unir pour proposer ce mois de rétrospective et nous permettre en fait de visionner ces films durant tout le mois. Je vous laisse voir la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de lancement de cette rétrospective et puis on en reparle juste après. C'est ça. Gorma boo gisee tan mu yàq sa noonu dax ko soo yàq lay lekk. C'était ce lundi soir au cinéma du Sea Plaza, la cérémonie de lancement de la rétrospective du centenaire d'Ousmane Sembène. Le cinéaste aurait en effet fêté ses 100 ans en 2023. Né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et renvoyé de l'école très jeune, il s'était lancé très tôt dans le monde du travail avant d'embrasser la littérature, puis pour toucher le plus grand monde, le cinéma. Véritable pilier du cinéma africain, celui que l'on appelait affectueusement l'aîné des anciens, avait notamment fait partie des pionniers de l'actuel FESPACO, des journées cinématographiques de Carthage, mais aussi au niveau local des membres fondateurs de l'Association des cinéastes sénégalais associés, Ciné-CEAS. Il était non seulement en tant que cinéaste, mais aussi en tant qu'écrivain et citoyen du continent, engagé des premiers instants, comme a pu le rappeler leur secrétaire général, Joseph Sagna. Nous célébrons Sembène le cinéaste, mais il ne faut pas qu'on oublie que Sembène aussi, c'est le grand défenseur de la nation. Pour ouvrir ce mois d'hommage et de commémoration, c'est son film Guelwaar, sorti en 1992, qui a été projeté au cinéma, l'une de ses œuvres qui illustrait si fidèlement les rapports déséquilibrés entre le Nord et le Sud, et plus encore. Pour son fils Mamoussa, également présent à la cérémonie, c'est aussi l'un des films qui représente le plus son message, permettant à tout un chacun de se regarder en face. Je veux juste remercier tout le monde qui a pris le temps d'être ici, venir et honorer le vieux Sembène et le cinéma en général, le cinéma africain, le cinéma vérité, le cinéma engagé. Il a créé cette pédestal ou podium juste pour que les jeunes aussi puissent s'inspirer et maintenant essayer de voir comment trouver le dialogue et changer les choses. S'il le mérite. Le Sénégal va le faire, mais les autres pays sont en train de le faire. Le Burkina, ils l'ont fait. Nous, quand on va au Burkina, moi je me sens mieux au Burkina qu'ici. Je sens la présence de mon père, je vois tout le monde est là. Et il y a un monument, il y a une avenue, tout ça. Donc, pour moi, je me dis que tu dois le mériter. Et je crois qu'il la mérite. Il ne se disait même pas sénégalais, il se disait africain. Une rétrospective qui s'organise sur un mois entier dans les cinémas de Dakar et dans les centres culturels régionaux sur l'ensemble du territoire national. Alors, on peut vraiment dire qu'Ousmane Sembène mérite cet hommage qu'on lui rend, surtout que son fils, on le rappelle, Mamoussa Sène, a lancé le plaidoyer la semaine dernière ici sur le plateau, estimant qu'il fallait absolument tout faire pour faire connaître les productions et les œuvres de son père. Hein. Tout à fait, et c'est vrai que dans toute l'Afrique, il a été célébré tout au long de l'année, notamment aux journées cinématographiques de Carthage, où on a pu effectivement lui rendre hommage aussi, lui dédier un petit peu cette 34e édition cette année. L'idée, c'était vraiment de pouvoir en fait
pour le remercier pour l'empreinte monumentale qu'il a eue pour le cinéma africain et pour son œuvre pour l'indépendance des cinémas du Sud, même de manière générale, pas seulement pour l'Afrique, et pour la défense évidemment de son pays, du continent. Ça a été aussi le cas à Yaoundé. Ils ont organisé un colloque dans le cadre du festival Écran Noir, et le thème en fait c'était Ousmane Sembène et le cinéma comme école du soir, comme il le disait. L'idée c'était un petit peu de pouvoir reparler de l'importance de son impact, de son héritage et surtout de sa pertinence contemporaine. C'est pour cela d'ailleurs que le film qui a été choisi pour être diffusé lors de la cérémonie d'ouverture de lundi était Guelwaar, parce qu'il justement représentait bien, comme le disait son fils, son message d'une manière assez globale. Et je pense que c'est un bon film qui a été choisi comme premier film. D'ailleurs, tous ces films, on va pouvoir les voir justement pendant tout ce mois dans les cinémas de Dakar, donc au cinéma du Ciplaza, au cinéma Pathé, au complexe cinématographique évidemment Ousmane Sembène, mais aussi au cinéma Médina, rue 13, et également dans les centres culturels régionaux. Donc pour l'instant, il n'y a que le cinéma du Ciplaza qui a annoncé les premières projections qui se tiendront donc jeudi et vendredi. Donc Guelwaar reviendra, mais aussi Camp de Tiaroy. Et l'idée, c'est un petit peu de pouvoir nous permettre finalement, parce que l'année est presque finie, toute l'année 2023, ça a été cette année-là du centenaire, notamment. D'ailleurs, il est né le 1er janvier. Donc voilà, c'est la possibilité de pouvoir aller voir les films. Il y a eu des célébrations quand même au niveau du Sénégal, notamment il y a eu des colloques. Donc il y a eu le colloque qui s'est tenu à l'université Gaston Berger, qui a duré 3 jours, en présence d'ailleurs du ministre de la Culture, de chercheurs, de spécialistes en cinéma venus de 22 pays, qui étaient là un petit peu pour parler de l'héritage de Sembène sur le thème hétérotopie des possibles. Il y a eu aussi à l'université Cheikh Anta Diop le ciné UCAD qui lui était dédié au mois de juin. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu... c'est vrai que les cinéastes qui se réunissent pour en parler considèrent quand même que ça reste quand même assez léger par rapport à ce qu'on aurait pu faire, et peut-être même projeter des films toute l'année, pourquoi pas. Et puis aussi, pareil, peut-être, je ne sais pas, lancer des formations dans lesquelles on intégrerait vraiment son œuvre dans les cours, dans les cours universitaires aussi, autour du cinéma. Il y a aussi un livre qui va être édité dans le cadre de ce centenaire, qui va être bientôt présenté. Donc le livre, c'est Ousmane Sembène, le fondateur, aux éditions Vive Voix. Donc c'est la collection Les grands cinéastes panafricains, qui est dirigée par Gaël Sambessal et l'incontournable critique cinématographique Baba Diop. Et ça, c'est en partenariat avec le Fonds d'archives africain pour la sauvegarde des mémoires. Donc voilà, ça sera bientôt présenté. L'idée, c'est d'explorer un petit peu ces dimensions de militants politiques, de critiques sociales, d'artistes majeurs et évidemment de cinéastes émérites. Donc voilà, c'est toutes ces informations qu'on ne manque pas de se souvenir pour pouvoir vraiment utiliser le travail de Sembène jusqu'aujourd'hui pour le développement finalement de l'industrie du cinéma et de l'Afrique de manière générale, parce que c'est vraiment l'empreinte qu'il a voulu laisser. C'est ça. Est-ce qu'il y avait du monde lors de cette première projection ? Il y avait du monde. Au départ, effectivement, je commençais à me demander un peu est-ce que ça allait se remplir, mais finalement, avant que le film commence, effectivement, la salle était remplie et on sentait vraiment beaucoup d'émotions de pouvoir avoir l'occasion de commémorer en fait son personnage, sa personne, sa personnalité, et aussi de pouvoir voir ses films, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a certains de ces films, malheureusement, peut-être certains en ont vu 1 ou 2, et là, pour l'occasion, c'est quasiment tous ces films qui vont être projetés. Je pense qu'on sentait quand même cette émotion-là, même dans les applaudissements et dans les remerciements qu'on entendait un peu ça et là dans la salle. Et c'est vrai que c'était un moment assez émouvant, même pour moi qui étais là. Parce que Guelwaar, pour le coup, je ne l'avais pas vu. Donc je me suis dit, c'est une chance quand même. C'est une chance quand même. J'avais vu Camp de Tiaroy et autres, mais je n'avais pas vu celui-ci. Et c'est vrai que c'est assez représentatif de son message, de son travail. Et je rejoins beaucoup son fils sur ce constat-là aussi. C'est vrai. Et c'est important aussi de voir que les gens n'ont pas oublié Sarah, n'ont pas oublié Ousmane Sembène, ainsi que tout ce qu'il a laissé ici, tout ce qu'il nous a légué. Et Guelwaar est une production qu'on adore quand même aussi. Un chef-d'œuvre, j'allais dire tout simplement. Mais on peut faire plus. Je crois que c'est aussi le message de son fils, Moussa Sembène. Il a raison, parce que quand on va au Burkina, il y a toute une avenue qui porte son nom, il y a une statuette à son effigie. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas chez nous? C'est la grande question. Pourquoi une avenue ne porterait pas son nom? Je crois que là, on n'a que le complexe cinématographique
Ousmane Sembène, ce n'est pas assez. Et au-delà de ça, je dis qu'on a l'impression que quand on diffuse ces films et quand on parle de Sembène Ousmane, c'est un public de connaisseurs qui se retrouvent pour en parler. Il faut, je crois que Sembène, il a beaucoup écrit aussi, hein, c'est pas seulement le cinéma. Et s'il a décidé de se tourner vers les images, c'est parce qu'il a compris qu'en fait, les images, ça parlait à plus de gens. C'était plus démocratique de transmettre des messages comme ça. Donc, j'ai l'impression que ce message-là est enfermé entre un club de connaisseurs. Et pour moi, il faut sortir de ce carcan-là, aller vers les écoles, aller dans les écoles, pour que l'on puisse, pour que nos enfants puissent connaître véritablement et davantage le personnage. Je sais que dans le cadre des projections, ils vont aller des projections scolaires dans les aussi, écoles, c'est ça. Et dans les régions aussi, parce qu'il ne faut pas que ça se limite à Dakar. Oui, c'est ça. Dans les centres culturels régionaux, donc dans les 14 régions, il y aura aussi les projections, mais également effectivement dans des établissements scolaires qui ont été sélectionnés. Donc, ils en ont cité quelques-uns lors de la cérémonie, le CM Malick Sy, Mansour Sy Malik, le lycée Lamine Gueye et d'autres. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir aussi transmettre ça directement à des élèves qui peut-être n'auraient pas justement cette conscience-là au préalable, ne connaissant pas assez bien Sembène, de se dire on va aller voir les films, on leur ramène les films et puis peut-être à partir de là, ça va pouvoir éveiller en eux quelque chose. Et c'est aussi ce que son fils disait lors de la cérémonie. Il disait ce qu'il a laissé, c'était pour ouvrir des perspectives et surtout pour les jeunes, pour qu'ils puissent, après avoir vu ces films, réfléchir autrement, penser à de nouvelles perspectives justement et apporter aussi leur pierre à l'édifice. Sembène est célébré partout, aux États-Unis. Ils organisent des colloques autour de lui, autour du personnage. Chaque festival de films sur le plan international, Sembène est cité comme une référence. Et dans les universités, il y a des cours, il y a des cours de travail. Donc, on doit faire plus véritablement pour qu'on arrive à démystifier l'homme au Sénégal. Tout à fait, c'est ça. Le personnage de Sembène. Alors, Aïssatou Diop, votre domaine, c'est l'entrepreneuriat. On sait qu'il y a énormément de femmes aussi qui se tournent vers le secteur du cinéma, peut-être en lançant pour la plupart des maisons de production, même si ce n'est pas toujours évident. Mais il y en a quand même des femmes qui le font, qui se tournent vers ce secteur-là, porteurs d'espoir et de perspective aussi, comme on le dit. Mais est-ce que vous avez ce genre de profil? Est-ce que vous accompagnez ce genre d'initiative, c'est ça? D'initiative, tout à fait. Nous avons constaté que les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité, dont la culture. Et nous avons justement lancé une initiative pour mieux maîtriser les données statistiques et savoir où sont les femmes, dans quel secteur d'activité elles sont, pour pouvoir les structurer. Et c'est là tout le sens, justement, de ces 96 heures de l'entrepreneuriat féminin pour commencer à structurer ces femmes en faîtières et pouvoir mieux adresser les questions qui les concernent. Et la culture, comme on a l'habitude de le dire, est au début et à la fin. Donc, c'est une cible de choix pour le ministère, parce que permettant de servir de canal même à notre ministère pour pouvoir lancer les messages qui les concernent. C'est ça. Et docteur Badiane, j'ai envie de vous challenger. À quel point connaissez-vous Ousmane Sembène? Bon, je pourrais dire par rapport en tout cas à un de ces films que je pense que nous tous on a vu, on a regardé, c'est Gelawar. Oui. Je pense que c'est un des films mythiques. Oui. Qui mériterait quand même que l'homme soit en tout cas plus vulgarisé par rapport à son personnage. Mais également, tout à l'heure, j'ai entendu par rapport à des curricula au niveau universitaire, mais également au niveau élémentaire. Je pense que c'est des modèles qu'il faut promouvoir. Il faut également en tout cas faire ressortir dans nos curricula en tout cas de formation, afin qu'on puisse, que d'autres personnes également puissent s'en inspirer, pour qu'on ait encore des Ousmane Sembène qui vont également égayer le Sénégal, également l'Afrique. C'est ça. Voilà. Il le faut. Et il a suscité énormément de passion chez les jeunes. Alors Laura, on passe à l'agenda culturel. Il y a 3 dates à retenir aujourd'hui. Oui, 3 dates aujourd'hui. Donc une première date déjà pour ce week-end, c'est le grand retour du Grand Carnaval de Dakar, donc qui se tient chaque dernier week-end de novembre. Donc là, ce sera 24, 25 et 26, vendredi, samedi, dimanche. Ce sera la 4e édition. Qui s'ouvrira sur une conférence inaugurale à l'Hôtel de Ville, mais qui se tiendra, les festivités se tiendront à Yoff. Et cette année, le thème, c'est Dakar, capitale culturelle, donc en partenariat comme d'habitude avec le collectif des acteurs du tourisme du Sénégal pour pouvoir proposer tout un panel de festivités qui sauront ravir un petit peu tous les participants. On a aussi un concours de cartoons satiriques
Donc là, c'est en fait un appel à projet, c'est pas un événement. L'événement se tiendra finalement entre le 15 et le 16 décembre. Ce sera un symposium en fait sur l'éducation en situation d'urgence. Et dans le cadre de ce symposium, il y a un concours de cartoons satiriques qui est ouvert jusqu'au 27 novembre. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Pour ceux qui veulent encore soumettre leur candidature, l'idée en fait, c'est de justement proposer des cartoons humoristiques pour pouvoir attirer l'attention du public sur le thème justement de l'éducation en situation d'urgence. Et enfin, ce week-end aussi, il y aura la première édition du Salon international pour la valorisation du pain tissé en Afrique. Donc on parlait tout à l'heure de Made in Sénégal, etc. L'idée en fait, ce sera justement de pouvoir promouvoir un peu le pain tissé africain. Et pour cette édition, c'est le Mali qui sera le pays invité d'honneur. L'idée en fait, c'est de parler du coton, de l'essor économique et de l'affirmation de l'identité africaine à travers le coton qu'on peut produire directement en Afrique et de célébrer à travers le Mali l'héritage riche de l'artisanat malien. Donc il y aura un défilé, il y aura un cocktail dînatoire, il y aura une nuit du pain tissé. Et le samedi et le dimanche, ce sera sur la place du Souvenir. Il y aura aussi un espace dédié aux enfants pour pouvoir leur permettre aussi de profiter des festivités avec des activités qui leur seront réservées aussi. Et ça, c'est vendredi, samedi, dimanche également sur la place du Souvenir. C'est ça. Et par rapport à ce dernier sujet, on a constaté de plus en plus qu'on s'approprie ces ressources qu'on a, le consommé local dont on parlait tout à l'heure, surtout les hommes. Ce qui me marque le plus, c'est que les hommes, avec les costumes africains, faits à base de pagne africain notamment, les patchs et tout ça, comme ce que vous portez, Dr Badiane. En tout cas, c'est très joli et les hommes l'ont adopté de plus en plus. C'est très bien. Bon, je veux dire, Sadio Mané, il l'a porté à la cérémonie du Ballon d'Or. Oui. Et même à la cérémonie d'ouverture de lancement de la CAN également. Les tirages, il était habillé pareil. Donc, je veux dire que maintenant, c'est des tenues qui sont pas traditionnelles, mais qui sont devenues des tenues modernes, des tenues de ville, des tenues de tous les jours. Il y a beaucoup de marques qui s'y mettent justement en disant qu'on va mélanger le traditionnel et le moderne. C'est ça, le tradit moderne. C'est ça, tout à fait. Ils utilisent souvent le pain tissé pour représenter justement ce message-là. C'est magnifique, ça rend un rendu magnifique. C'est ça, il n'y a plus de complexe en réalité à avoir en portant ces tenues-là. Et ça c'est très bien. Ça aussi, c'est le travail de nos stylistes, mais aussi quelque part de nous-mêmes. Les gens ont commencé à déconstruire les choses, à se dire qu'être bien habillé, ça ne veut pas forcément dire costume-cravate, n'est-ce pas, Dr Badiane? J'imagine que vous êtes souvent habillé comme ça. Pas tout c'est seulement pour le plateau? Non. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, notamment au-delà en tout cas de l'aspect habillement. Il y a également toute une chaîne derrière qui permet également de créer en tout cas de la valeur en termes de revenus, mais également surtout par rapport aux femmes qui s'activent dans ces secteurs. Ça leur permet en tout cas d'avoir quelque chose pour pouvoir en tout cas subvenir à leurs besoins. C'est une belle transition. Hein, exactement, puisque les femmes s'activent de plus en plus dans le secteur de la mode. Il y a énormément de créatrices, énormément de vendeuses aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, belle transition pour les Oui, et ce sera justement sans transition. On enchaîne avec Aïssatou Aya Diop, qui est coordonnatrice du PADES, programme d'appui au développement économique et social du Sénégal. Et elle va nous parler, Zara, des 96 heures de l'entrepreneuriat féminin. Donc, merci encore une fois, Aïssatou Aya Diop, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je sais qu'il y a eu des études pour, en tout cas, trouver les données exactes et essayer de recenser le nombre de femmes dans l'entrepreneuriat ici au Sénégal. Mais j'ai l'impression que les chiffres ne sont pas très bons parce que tout le monde, toutes les femmes, j'ai l'impression qu'elles vendent quelque chose, qu'elles sont dans l'entrepreneuriat formel ou informel, même celles qui sont salariées vendent de petits métiers à côté. De petits métiers à côté finalement. Exactement, vous avez tout à fait raison. Mais nous avons pensé qu'il fallait d'abord adresser la question au niveau des organisations de femmes. Donc les femmes qui sont structurées en GIE, en GPF, Groupement de promotion féminin, etc. Et ce sont ces organisations de femmes qui ont été recensées en partenariat avec l'administration territoriale, donc le ministère de l'Intérieur, pour un peu avoir évalué ces groupes à près de 30 000. Mais bien entendu, comme vous l'avez signalé, toutes les femmes qui s'activent individuellement ne font pas partie de cette masse critique d'organisations, de femmes qui s'investissent dans les organisations de femmes, mais qui font partie de nos cibles et qu'on essaie aussi de pouvoir mieux maîtriser, comme je le disais tantôt, à travers les statistiques qui nous permettent de mieux
apporter les réponses aux différentes catégories. Oui, absolument. Voilà. En ayant les chiffres, on peut mieux agir et ajuster les politiques d'âge. Je me demande souvent pourquoi c'est les femmes qui sont beaucoup plus dans toutes ces petites activités que les hommes, moins les hommes que les femmes finalement. Pourquoi? Les femmes sont dans... Les hommes, au contraire, nous avons le sentiment et nous avons la réalité des études qui montrent que les hommes même investissent les métiers qui traditionnellement étaient destinés exclusivement aux femmes. Donc c'est en train de changer. Voilà, il y a une tendance même au changement. Oui. Mais les femmes aussi explorent, comme je le disais tantôt, d'autres secteurs et sont réellement dans tous les secteurs de l'économie. Et la volonté du ministère de la femme, c'est de mieux les positionner dans les chaînes de valeur, de les aider à structurer leurs chaînes de valeur et de les aider à se mutualiser et à optimiser sur toutes leurs ressources pour leur permettre réellement de devenir de vrais entrepreneurs. Et c'est là tout le sens des 96 heures de l'entrepreneuriat féminin pour amener les femmes à construire des réseaux faîtières, des structures faîtières qui seraient à même d'aider à un bon positionnement de leur, dans leur filière de leur organisation, dans les filières les plus productives. Est-ce qu'on peut dire que ces 96 heures de l'entrepreneuriat s'inscrivent un tout petit peu dans la lignée du suivi autant pour moi des mesures phares, parce qu'il y en a eu 10 qui ont été énumérées ou retenues par le chef de l'État lors des premières assises de l'entrepreneuriat féminin. Je rappelle que ces assises se sont tenues en mars 2023 et qu'il y avait 10 mesures qui avaient été retenues par le chef de l'État. Est-ce qu'on peut dire que ces 96 heures de l'entrepreneuriat s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures-là? Elles sont parfaitement en droite ligne. Donc c'est la poursuite de ce processus justement qui fait suite d'abord au recensement des organisations de la féminine, suivi de consultations régionales pour permettre aux femmes de s'exprimer et d'identifier leurs propres opportunités, mais aussi leurs contraintes, et essayer de contribuer activement à justement dérouler des plans d'action qui ont permis au président de la République, son Excellence Macky Sall, de pouvoir identifier, proposer ces 10 mesures phares, de les valider. Et parmi ces mesures, la formalisation justement de ces organisations de femmes pour mieux permettre à l'État et à l'écosystème de façon générale, les acteurs qui gravitent autour de l'autonomisation économique des femmes. Ce n'est pas que le ministère de la Femme, c'est l'ADER par exemple, c'est l'ONFP, etc. Le FONGIP, le FONGIP, etc. Et même les structures techniques d'encadrement, la DPME, etc. Tout cet écosystème devrait mutualiser pour pouvoir mieux défragmenter l'offre au profit de cette catégorie de ces organisations de femmes. Mais parallèlement, les femmes aussi devront à terme structurer, pour chaque filière, se structurer en société coopérative et mieux se positionner au niveau de l'économie pour pouvoir être des actrices réelles de l'économie. Le recensement dit qu'il y a à peu près 30 000 organisations féminines, c'est ça? J'imagine que vous ne pourrez pas toutes les réunir au cours de ces 96 heures. Comment s'est fait le choix des bénéficiaires? Voilà, nous avons pensé qu'il fallait commencer par quelques secteurs d'activité, quelques filières. Et pour ces premières 96 heures, c'est les filières liées à l'aviculture, l'horticulture, la transformation de produits agricoles et la saponification. Donc ce sont les 4 filières qui ont été retenues dans un premier temps. Les autres suivront dans d'autres occasions. Mais pour l'instant, nous avons utilisé cette base de données pour pouvoir identifier à partir de la base de données fournie par les autorités administratives inviter 100 organisations de femmes issues des 14 régions. Donc, pour un peu susciter la logique territoriale, la logique participation nationale. Et à partir de ces 100 organisations de femmes, chaque organisation de femmes a été représentée par 2 femmes.
Et donc, c'est pour chaque cohorte, 200 femmes par cohorte concernant une filière. Et l'occasion a été saisie pour permettre à ces femmes d'échanger avec des acteurs de leur secteur d'activité. Hier, nous avons eu l'activité sur l'aviculture, où il y a eu le secteur privé à travers CEDIMA. Donc, c'est des échanges un panel. Des businessmen et ces femmes qui sont à un niveau peut-être... Et les acteurs institutionnels aussi, oui, qui accompagnent les femmes dans ces processus. Donc, j'avais parlé tantôt de la 3FPT, de DER, etc., FONGIP, et les autres, les collectivités territoriales, qui sont aussi parties prenantes. Donc, c'est tous ces acteurs qui, ensemble, vont essayer de s'organiser pour pouvoir faire face aux besoins exprimés par les cibles, par les organisations de femmes. Est-ce que c'est des solutions directes qui vont être apportées aux difficultés que ces femmes vont énumérer, parce que ces difficultés, elles sont nombreuses. Est-ce que ces acteurs vont tout de suite réagir, ou ça va être encore comme on a l'habitude de voir, on se réunit, on discute, on énumère, après, on écrit des solutions, et puis après, derrière, il faut attendre des mois pour que les choses bougent. C'est ça. Voilà, nous avons pensé qu'il fallait utiliser cette logique très démocratique de faire participer tout le monde dans la constitution de la société coopérative. Donc, au terme de la journée, de chaque journée, un comité d'initiative est mis en place et impliquant, regroupant une représentante par région. Et ce comité d'initiative a la charge, en relation avec les services déconcentrés de la famille, qui ont été récemment mis en place, d'accompagner justement cette logique d'adhésion, de mise en place de bureaux locaux pour avoir cette appropriation par les actrices elles-mêmes et aller vers une logique bottom-up jusqu'à avoir la fêtière au niveau national. Donc c'est un processus qui se lance, mais qui se poursuivra. Et nous pensons que l'une des contraintes phares, c'était le manque d'informations. Et une fois qu'on a cette visibilité sur où sont les femmes, qui sont les femmes, dans quel secteur elles s'activent, quelles sont leurs contraintes et quels sont les différents acteurs, nous travaillons à les accompagner vers l'élaboration de plans d'action qui leur permettraient elles-mêmes de se prendre en charge. Parce que ce sont des sociétés autonomes, mais nous, en tant que ministère de la femme, nous ne pourrons faire que de les accompagner pour pouvoir justement les aider à mieux se structurer et à aider à optimiser sur les ressources de l'État. C'est qu'on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est que parfois plusieurs GIE font la même chose. Oui. Exactement. Dans la même localité, oui. Dans le même rayon, dans le même secteur. Et Exactement. ça, c'est pas optimal. Ça fait que finalement, les activités ne marchent pas ou tournent plutôt au ralenti. C'est ça. Donc, il faut penser à créer des chaînes de valeur aussi. Exactement. Et c'est ça la logique de la mutualisation, justement, pour pouvoir accéder au marché. Parce que si on a un marché, par exemple, où il faut, comme l'exemple d'hier, 1 million de poulets, il faut fournir à un client 1 million de poulets. Ces petits GIE ne petits GIE ne pourront pas. Mais quand c'est mutualisé, vraiment labellisé, nous pensons que ça pourrait constituer une force. Parce que les femmes, tout le monde sait le rôle central qu'elles jouent dans toutes les chaînes. Mais c'est que jusqu'à présent, ça reste à de petits niveaux. On a l'impression que c'est juste des activités de subsistance, alors qu'on doit aller à un niveau supérieur et devenir véritablement des businesswomen. Véritablement, il y en a qui s'activent dans... C'est une logique de passage progressif à l'échelle. Mais nous essayons de les mettre à un réseau, justement, pour les aider à mieux se formaliser, à mieux se structurer, à mieux structurer leur chaîne de valeur pour leur permettre de mieux contribuer, comme je le disais tantôt. Oui, allez-y. C'est pour dire que les femmes, elles sont dans tous les secteurs, elles sont dynamiques, elles ne font pas que de la subsistance.
elles sont dans différents niveaux. Mais surtout dans le commerce. Elles ne sont pas que dans le commerce. Quelle est l'activité dans laquelle on retrouve le plus de femmes? Elles sont dans la transformation. La plupart des femmes sont dans la transformation de produits agricoles. Elles sont donc, quand on élargit au niveau national, nous voyons que le bassin arachidier est très impliqué dans la transformation de céréales locales. Et comme vous le disiez tantôt concernant le Made in Sénégal, donc au niveau changement aussi, nous notons au niveau de l'alimentation qu'il y a une orientation de plus en plus vers le local. Le local, le fogno, et même le sorgho, les différentes variétés, etc. Donc c'est tout ça l'intérêt d'intégrer justement la nutrition, la promotion les jus de fruits. Elles sont braves, toutes ces femmes, elles font beaucoup d'efforts. Mais on voit qu'en réalité, quand on veut estimer le niveau de pauvreté, de manière générale, quand on compare et les hommes et les femmes, on voit que généralement, les femmes sont celles qui se retrouvent dans les situations les plus vulnérables, malgré cet engagement et toute cette bravoure, ce qui signifie qu'il faut davantage les accompagner, leur permettre d'avoir plus accès au crédit. Quand je dis crédit, ce n'est pas des montants de 300, 500 000, mais vraiment des montants importants pour leurs activités et pouvoir les agrandir aussi. Et ça, je crois que c'est une grande contrainte pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Et l'accès au foncier aussi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toutes ces contraintes. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons essayé de segmenter justement ces catégories de femmes. Ce n'est pas toutes les femmes. Et nous pensons que c'est une offre holistique qui permet d'apporter des réponses. Et c'est une logique globale et intégrée. Ces questions que vous adressez sont prises en charge pour les plus vulnérables à travers d'autres mécanismes, comme ce que nous appelons dans notre jargon les bourses économiques. Donc, c'est des bourses, c'est des subventions qui sont vouées à mener des activités économiques, mais qui sont données à des femmes au sein de familles qui sont dans l'extrême vulnérabilité et qui sont inscrites dans le registre national unique. Et le Fonds pour l'entrepreneuriat? Voilà. Et maintenant, c'est comme je le disais tantôt, c'est une logique de segmentation et de passage progressif à l'échelle. Donc, avec tout l'accompagnement requis et des offres adaptées à chaque catégorie pour pouvoir monter progressivement. Et nous pensons que le fait de les réunir ensemble, toutes les organisations de femmes pourraient permettre justement d'accélérer cette cadence. Mais nous avons justement ces différents mécanismes avec les différents fonds, le Fonds national de crédit femmes, le Fonds de l'entrepreneuriat féminin, les autres fonds qui sont dans les autres ministères, mais aussi au-delà de l'offre financière, mais tout l'accompagnement non financier avec les structures de l'État, mais qui, de façon, et le secteur privé, la société civile, et qui tous ensemble travaillent à construire justement cet écosystème de façon coordonnée, mais aussi l'offre, il faut la défragmenter, mais de la même manière, il faut structurer la demande. Donc, c'est la structurer pour mieux adresser ces questions et mutualiser en termes d'investissement. Vous avez parlé d'accès à la terre, donc là, ce serait en partenariat avec les collectivités territoriales qu'on va faire le plaidoyer, la négociation, l'accès aux équipements de production, la mutualisation pourrait optimiser sur les ressources que l'État injecte chaque année au niveau de cette cible, etc. Donc, c'est pour dire que... J'avais une dernière question, mais on me dit que c'est bon. On aura l'occasion de revenir sur le sujet, bien évidemment. Dans la deuxième partie. C'est ça. Le débat est très intéressant. Il y a énormément de choses à dire. Elle va également revenir sur les success stories. Si vous en avez, vous en avez sans doute, pour permettre à des modèles qui inspirent ces femmes, justement, pour leur permettre d'atteindre des échelles plus élevées. Alors, 7 heures passées de 27 minutes, équipe Femmes d'affaires. C'est vrai que les femmes du Sénégal adorent cette chanson quand même qui leur rappelle à quel point elles sont braves, à quel point elles sont entreprenantes, n'est-ce pas? D'affaires et de fer, finalement. Inoxydable. Femme de fer et femme d'affaires. Laura, elle l'est aussi, non?
Ah ben nous tous, nous tous, comme le disait Anouchka, on a tous des side business, comme on dit. C'est ça, les side business. Les side business. Bien vu. Vous êtes bien seul sur le plateau. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On vous a presque oublié. On vous a presque oublié, c'est vrai. Alors que j'ai beaucoup à dire sur les femmes. Ah mais oui. Vous êtes un petit peu féministe sur les bords, non? Pas du tout. Je suis déjà à la FAO, je suis le gender, alternate gender focal point. J'ai travaillé avec madame dans... Ah, vous vous connaissiez? Bon, ah oui. Bon, voilà, donc on a eu à travailler sur des activités. Je pense que ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est important. Notamment le fait de savoir où sont les femmes. Qu'est-ce qu'elles occupent comme, en tout cas, service? Vous l'avez vu tout à l'heure, dans la chaîne de valeur, elles sont beaucoup plus au niveau de la distribution, de la transformation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rehausser ce niveau-là, afin qu'il soit également, si on prend l'équilibre genre, pour que les femmes également puissent accéder aux mêmes revenus que les hommes qui sont dans la production. C'est ça. Maintenant, il faut investir plus dans la transformation, leur doter en tout cas de matériel adéquat pour également rehausser, également renforcer leurs capacités. Tout à fait. Dans la machinisation, mais également dans la transformation. Et également dans le process de packaging, tout ce qui suit, également créer. Pour moi, il faut diversifier l'offre, ne pas uniquement se concentrer sur les mêmes choses, mais également faire plusieurs choses. Je pense que si on se lance dans la créativité, c'est ça. Je pense que ça devrait également permettre en tout cas, de rehausser un peu le niveau en tout cas, des revenus des femmes. Oui, tout à fait. Elles sont sur la bonne voie quand même. Absolument. Très créatives, les femmes. Et c'est l'heure des infos. Le bulletin à 7h passées 33 minutes, c'est tout de suite. La suite de votre matinale Kenkeliba, ce sera à peu près dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Chancellerie allemande, deuxième étape de ce compact avec l'Afrique. Reçu par Olaf Scholz, le président Macky Sall rejoint les autres leaders autour de 2 tables rondes. La première a porté sur le renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements privés. À ce niveau, le chef de l'État est pour l'accompagnement des investisseurs privés par des mécanismes de financement appropriés, en arrêtant cependant d'exagérer les risques d'investissement en Afrique. Le compact pourrait aider à passer de la logique de l'aide à celle de l'investissement et du partenariat gagnant-gagnant. Dans la deuxième table ronde, les leaders ont planché sur les possibilités de coopération dans le domaine de l'énergie. Le président Macky Sall a une nouvelle fois insisté sur la nécessité d'aménager une transition énergétique juste et équitable, en référence aux restrictions que certains ont décidé d'imposer en matière de financement à l'étranger des ressources d'énergie fossiles. C'est un combat à mener et le compact avec l'Afrique est un cadre approprié. Baptisé Niani, cet OPV 58 est un patrouilleur d'une polyvalence très remarquable. Robuste et endurant, il est dédié aux missions de surveillance, d'identification et d'intervention en mer. Acquis par la marine sénégalaise, il s'agit du 2e navire en attendant la livraison du 3e. La commande de 3 patrouilleurs de haute mer est un indicateur du caractère soutenu des investissements importants consentis par l'État du Sénégal sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, chef suprême des armées. Ces acquisitions montrent une nouvelle étape dans le relèvement conséquent de notre potentiel naval afin de lui permettre d'accomplir efficacement la mission de défense et de sécurité pour mieux protéger les approches maritimes et les intérêts nationaux. Construit dans les chantiers navals de Concarneau dans le Finistère, il est avec le Wallo le fruit d'un partenariat entre l'État du Sénégal et l'entreprise Piriou. Ce patrouilleur comporte plusieurs innovations. D'abord, sa conception très polyvalente pour configurer le navire à différentes missions. Il a un système de mise à l'eau rapide avec récupération par rampe AR de 2 embarcations. Aussi, il est doté d'un système de veille et de combat de haute performance. Le Niani
rejoindra donc avec un peu d'avance le premier de série, le Wallo, que nous avons célébré à Dakar en août dernier, en présence de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, et dont nous suivons avec attention les nombreuses missions au profit de la souveraineté du Sénégal. À notre place d'industriel, mais aussi en tant que citoyen, nous mesurons, Amiral Sène, la responsabilité qui incombe à la marine sénégalaise. Cet OPV 58S est aussi équipé de missiles anti-navires dont la portée est de plus de 30 km. Sa capacité tir et oubli permettront à la marine sénégalaise d'assurer sa supériorité maritime. D'autre part, sa protection immédiate est assurée par le système Simba RC qui permet de déployer 2 missiles Mistral, garantissant une excellente protection contre les missiles anti-navires, avions de combat, drones, hélicoptères et embarcations rapides. Dans un contexte où la mer semble redevenir un espace de confrontation, pour ne pas dire de démonstration de force et de multiplication des menaces, la surveillance et la maîtrise de notre zone économique exclusive constituent un enjeu important de souveraineté. C'est pourquoi le gouvernement, sous la vision stratégique du président de la République, a fait le pari de la modernisation et du rajeunissement de notre flotte. Et comme il est de coutume chez les marins, devant l'équipage au complet, le chef d'état-major de la Marine nationale a procédé à l'installation officielle du commandant du patrouilleur, le Niani. Vous reconnaîtrez désormais pour votre commandant d'unité, le capitaine de corvette Hassan Sey, ici présent. Des hommes et des femmes bien formés vont embarquer dans ce navire pour diverses missions dans les eaux territoriales sénégalaises et même au-delà. Reste qu'à leur souhaiter bon vent en mer pour la patrie. Kéliba de ce mercredi 22 novembre. Bienvenue si vous nous rejoignez. 7h passées de 42 minutes. Merci également à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On le rappelle, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. À suivre donc quelques réactions sur notamment les sujets qu'on a développés. Il y en a un qui a même taquiné en parlant du docteur Badiane en disant, en tout cas nous sommes 4, ça veut juste dire qu'un homme, surtout sénégalais, doit avoir 4 femmes. C'est son baguissé. C'est son Maguissé ou pas? J'ai l'impression que c'est lui. Exactement, c'est lui, c'est Sam Maguissé, c'est lui qui dit ça. Oui. Merci également à ceux qui nous suivent depuis le Niger et qui saluent les interventions dans Kéliba. Alors, on va poursuivre avec notre deuxième invité. Il s'agit du docteur Abdou Khadre Badiane, le seul monsieur du plateau. Et pourquoi on dirait « il » finalement? La langue française est aussi... faut qu'on change les choses. On est 4 femmes et si on doit parler du plateau, on doit dire « ils sont sur le plateau ». Et pourquoi pas elles? En nombre, on est plus nombreuses, non? Bon. Ah, il n'est pas d'accord? Ça, je saurais les... Non, mais on n'a pas le professeur Omar Diaw sur le plateau. Il faut revoir certaines règles. Il n'est pas d'accord du tout, lui. Au niveau de la langue française. Oui, exactement. Oui. Et vous êtes le vice-président de l'Association de nutrition et d'alimentation du Sénégal, Sarah. Oui, tout à fait. Et justement, la Fédération africaine des sociétés de nutrition est en conclave à Dakar. Docteur Badiane, quels sont les objectifs de cette 5e conférence? Merci beaucoup en tout cas de nous avoir conviés à cette émission pour partager un peu de cette conférence que nous organisons présentement au Sénégal. Comme vous le savez peut-être en Afrique, on a ce qu'on appelle la Fédération des sociétés de nutrition, le FANUS, qui organise tous les 4 ans une conférence africaine sur la nutrition et l'alimentation. Donc cette année, c'est la 5e. La dernière conférence s'est tenue à Kigali, donc Dakar abrite donc la 5e conférence. La première pour un pays francophone, donc ça a été un défi pour nous. Donc l'association a été mandatée, l'association de nutrition et d'alimentation du Sénégal a été mandatée par le FANUS pour organiser cet événement. Le processus a démarré depuis l'année dernière et le thème c'est l'approche multisectorielle pour améliorer un peu le système alimentaire, mais également réaliser les études de développement durable, notamment pour la nutrition en Afrique. Et l'objet, c'est vraiment de partager donc les connaissances, déjà entre chercheurs, parce que c'est un événement scientifique,
mais au-delà de l'événement scientifique, mais également faire passer des messages, mais également de partager les bonnes pratiques. Parce que c'est un événement qui regroupe plus de 20 pays, parce que la fédération regroupe aujourd'hui plus d'une vingtaine de pays en Afrique. Et autant d'associations affiliées, j'imagine. D'associations affiliées, voilà, du Niger, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui à Dakar. Et on se partage donc les connaissances par rapport à ce que les chercheurs ont réalisé, ce que les initiatives de recherche également dans ces différents pays, mais également les interventions. Ce n'est pas uniquement les chercheurs, mais également on a les structures de développement, les organisations internationales. À l'ouverture, quand même, on a eu un panel, en tout cas bien rehaussé. On a eu le système des Nations Unies, on a également l'État qui est représenté par ses dénombrements, notamment le Conseil national de développement de la nutrition, le ministère de la Santé avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant. On a également la ville de Dakar également qui était représentée. On a également le PAM, l'UNICEF, la FAO. Et avec à peu près combien de participants, finalement? Le premier jour, on était presque à près de 500 personnes. Hier, on était à plus de 300 personnes. Donc aujourd'hui également, on l'espère. Donc la conférence va continuer jusqu'à vendredi. Et donc voilà, c'est dire que le sujet intéresse, c'est normal, on parle de nutrition et d'alimentation. Comment jugez-vous justement la politique du Sénégal en matière de nutrition et d'alimentation? Je sais qu'il y a un laboratoire de nutrition et d'alimentation humaine à l'UCAD. Vous parliez tout à l'heure du Conseil national de développement de la nutrition. Ça a été mis en place depuis 2001. Ouais. Comment jugez-vous cette politique? Oui, en fait, au Sénégal, quand même, on a très tôt pris la question de la nutrition comme une question importante. C'est ça qui a permis, en tout cas, de mettre en place la cellule de lutte contre la malnutrition, qui est donc la CLM, qui est maintenant devenue le Conseil national de développement de la nutrition. C'est ça. Et qui est rattaché directement au niveau de la primature. Donc, c'est le Premier ministre qui préside le Conseil national de développement de la nutrition. Ça montre vraiment son importance. On a également une politique de nutrition au Sénégal qui est, en tout cas, transmise en tout cas en plan. On a un plan aujourd'hui multisectoriel de la nutrition qui est déroulé entre donc 2015 et 2022. La première phase est terminée, donc on va aller vers une deuxième phase et qui est également décliné en plan d'action. Parce qu'on sait que la nutrition, ce n'est pas uniquement une question de santé ou bien en tout cas une question d'alimentation, mais c'est une question qui touche relativement 12 secteurs. L'éducation, l'environnement, les collectivités territoriales, vous l'avez tout à l'heure, l'élevage, la pêche, l'agriculture. Donc, chaque secteur, on lui a donné des plans d'action qu'il doit mettre en œuvre pour rehausser la nutrition au Sénégal. Donc, d'où l'important. Maintenant, on sait qu'on connaît tous le problème. Maintenant, ce qui reste, c'est investir sur la nutrition par rapport à l'alimentation, que ce soit au niveau des cantines scolaires, pour les enfants, par rapport en tout cas aux femmes, quand elles sont dans des situations de vulnérabilité, notamment pour la grossesse, également pour l'allaitement. Les enfants également, durant les 1000 premiers jours, allant de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans, que nous on définit comme une fenêtre d'opportunité pour en tout cas prévenir les différentes formes de malnutrition, que ce soit durant l'enfance, mais également à l'âge adulte. Docteur, on confond souvent nutrition et alimentation. On a l'impression que c'est la même chose par un abus de langage. On dit on se nourrit, on s'alimente. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait pareil. Quelle est la différence entre les deux, finalement? La nuance qu'il faut saisir entre ces deux notions? Bon, la nuance, c'est l'un et dans l'autre. L'alimentation et dans la nutrition. Et dans la nutrition, parce que la nutrition, c'est une science, comme en tout cas les autres, par exemple l'environnement ou bien en tout cas l'agriculture. La nutrition, c'est une science, donc il faut l'apprendre. Comme disait mon prof Salim Otawad, on connaît tous manger depuis la petite enfance, parce que dès la naissance, l'enfant a envie de téter. Donc on connaît tous manger depuis la petite enfance. Mais c'est la façon de le faire qui est importante. Et c'est là où la nutrition intervient pour dire quelles sont les choses qu'on doit manger, comment on doit les manger, et à quel moment également il faut les prendre. Je pense que c'est l'essence en tout cas de la nutrition par rapport en tout cas à cette définition très en tout cas terre à terre par rapport à l'alimentation. On va en venir à comment nous mangeons ici, mais avant, on a beaucoup de pays africains réunis ici. Quelles sont les bonnes pratiques que le Sénégal pourrait justement partager ou servir en exemple à ces autres pays? Qu'est-ce qu'ils pourraient copier chez nous?
Bon, par rapport à notre pays, quand même, on a eu une présentation hier par rapport à la gouvernance, mais par rapport également au financement. Par rapport à la gouvernance, comme je l'ai dit tantôt, on a une structure nationale qui est donc, en tout cas, dédiée pour la nutrition. Ça, c'est le Conseil national de développement de la nutrition. Et qui est rattaché également au plus haut niveau de la pyramide. Ce qui veut dire que les questions de nutrition sont débattues au plus haut niveau, en tout cas, de l'échelle de gouvernance. Ça, c'est vraiment un point fort. Maintenant, par rapport au financement également, le point fort également qu'on peut avoir, c'est qu'on voit que depuis ces dernières années, les dépenses liées donc à la nutrition, ou bien en tout cas le budget alloué à la nutrition augmente. Ça également, c'est une bonne note. Maintenant, par rapport aux résultats sur le terrain, c'est là où on est un peu, on a des difficultés. Je pense que c'est là où maintenant on doit faire des efforts en termes d'investissement par rapport en tout cas à l'opérationnalisation des plans dont j'ai parlé tout à l'heure, comment faire pour augmenter la disponibilité des aliments riches en nutriments, comment faire pour rehausser également la transformation des aliments, comment faire pour éduquer plus les gens par rapport à l'alimentation. Voilà, c'est tout un tas de travail qu'il faut faire et chacun en ce qui le concerne pour également améliorer l'alimentation. Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il y ait encore beaucoup de populations, et ça c'est vraiment de manière générale en Afrique, chez nous également, malnutries, par le fait que des financements manquent, parce que les terres, il y en a, les conditions climatiques sont quand même assez favorables dans beaucoup de zones également, et malgré cela, quand on parle de malnutrition, le continent africain est toujours indexé en premier. Oui, le continent est indexé, comme vous l'avez dit, là on se rend compte qu'on n'a pas encore terminé de régler les problèmes de malnutrition, que ce soit le retard de croissance ou bien la maigreur. On se rend compte maintenant qu'il y a une autre forme de malnutrition qui arrive, qui est donc l'obésité et le surpoids. Et donc ce qui veut dire que l'Afrique fait face à un triple fardeau. Alors que les autres pays, par exemple, on peut dire que c'est vraiment un seul fardeau, c'est l'obésité ou bien en tout cas les carences en micronutriments. Nous, on est sur les deux, on est sur les trois. On a la maigreur, le retard de croissance, on a les carences en micronutriments, on a l'anémie qui est très prévalente au Sénégal, en Afrique. C'est vrai. Récemment, on a eu quand même des données qui nous ont un peu alertés par rapport à la situation de l'anémie. Heureusement que le gouvernement s'est levé, ils sont en train de faire une évaluation nationale sur la situation de l'anémie au Sénégal, sur les femmes, les enfants, mais également les adolescents, pour voir quelle est la situation et qu'est-ce qui pose problème. Parce que sur les 10 dernières années, l'anémie, par exemple, chez les femmes, tourne autour de 50%. C'est une femme sur deux qui sont anémiées. Chez les enfants, c'est presque 7 enfants sur 10. Donc, c'est inquiétant. Donc, il faut agir. Donc, heureusement que le gouvernement est en train de faire, avec le laboratoire de nutrition d'ailleurs, on est en train de réaliser une enquête nationale sur l'anémie. Et c'est déterminant. Donc, pour voir vraiment quelles sont les causes. Maintenant, par rapport au surpoids également, on voit maintenant qu'il y a une bonne marge de la population surtout les adolescents. Surtout les adolescents. Et malheureusement, qui sont issus donc des familles riches, parce qu'ils sont plus, en tout cas, exposés à des aliments hypercaloriques. En tout cas, les fast-food également, les aliments prêts à être consommés, les ultra-processed food, comme on dit, les aliments ultra-transformés. Ça également, c'est un des problèmes qu'on rencontre au Sénégal. Ça, par contre, ce n'est pas un problème spécifique à l'Afrique, hein. C'est une problématique universelle, l'obésité. La question de l'obésité, là, c'est en tout cas, c'est presque la deuxième maintenant comorbidité par rapport en tout cas à la malnutrition. Elle a devancé, l'obésité a devancé maintenant, surtout chez les adultes, hein, elle a devancé maintenant la maigreur et également les carences. Mais je pense qu'on doit faire attention parce que nous également, on va aller vers ça. Il faut qu'on prévienne, il faut qu'on éduque les populations afin qu'on sache bien, voilà, qu'est-ce qu'on doit manger, comment on doit le faire, etc. Je pense que c'est important. Au terme de vos échanges, les recommandations qui vont être formulées, elles vont être transmises à qui finalement ? C'est une conférence africaine. Je pense qu'on a eu quand même le soutien de plusieurs institutions internationales. Je pense qu'on ne doit pas uniquement se limiter à faire juste une partage de connaissances et s'en limiter là. Ce serait vraiment limité. Je pense que nous en sommes conscients. L'après-conférence va aller vers des recommandations qui vont aller à l'endroit normalement de l'Union africaine.
également de nos institutions régionales, l'IOMOA, le SILS, mais également au niveau des pays, qu'on puisse avoir des recommandations phares. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos systèmes alimentaires, mais également pour réaliser les objectifs de développement par rapport à la nutrition, donc au Sénégal, mais également en Afrique. Ouais. Comment mieux manger? Je sais que c'est une vaste question, je la pose maintenant. Tout à fait. Trop salé, trop sucré, trop gras, c'est ce qu'on nous reproche généralement, et c'est le cas parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Finalement, comment mieux manger? Comment trouver l'équilibre, docteur Badiane? Bon, l'équilibre, c'est à chercher. Donc, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. Ça également, il faut le reconnaître. Mais c'est la balance. Il faut savoir comment utiliser donc, les aliments. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils disent trop gras, trop sucré, trop salé. Oui, les dernières enquêtes, Helen Keller International a mené une enquête récemment qui a montré que, quand même, en termes de sodium urinaire, quand même, on a dépassé les normes. Ce qui veut dire qu'on mange trop salé au Sénégal. On met les bouillons et on met encore du sel. On met trop d'huile. On sale nos plats, mais également on les sale 2 fois. Nos femmes mettent du sel, mais également, elles mettent également des bouillons qui sont au moins à 50%, contiennent donc du sel. La norme nationale, c'est 55%. De sel dans les bouillons. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si on salait 2 fois nos plats. Ça, c'est d'un côté, et également tout ce qui est, tout ce qui est lié également à une consommation excessive de sel, que ce soit les maladies dont l'insuffisance rénale ou bien en tout cas les autres maladies, l'hypertension artérielle, qui sont également trop liées avec la consommation excessive de sel. À côté également, on a la consommation de sucre. Oui. Le thé doit être bien sucré. Le thé, les jus qui sont préparés. Absolument. Mais également les aliments ultra transformés. Parfois, on ne pense pas qu'ils sont salés, mais ils sont salés également. Est-ce qu'on doit renoncer à tout ça, finalement? Parce que c'est difficile, ce sont nos habitudes. Hein? Oui, maintenant, on est trop ancré dessus, mais je pense qu'il faut s'éduquer, il faut connaître les conséquences. Parce que, comme disait un penseur, si vous voulez avoir la maladie de notre pays, il faut manger ce que l'autre pays mange. Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Il y a des maladies qu'on n'avait pas auparavant. Le diabète, c'était vraiment à des taux très bas, l'hypertension artérielle. Mais dès qu'on a commencé à transiter vers une alimentation qui est extravertie, c'est là où on a commencé maintenant à rentrer vers donc, ces maladies. Donc, ce qui veut dire qu'on connaît les problèmes, il faut aller maintenant vers les solutions. Les produits locaux? Les produits locaux. Les femmes qui sont dans la transformation, justement, les femmes entrepreneurs qui nous offrent ça. C'est ça la solution? Voilà, nous sommes la solution. Les femmes sont la solution, finalement. Parce que les femmes sont sur toute la chaîne. Maintenant, il faudra les encadrer par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à l'utilisation de ces aliments préoccupants, notamment le sel, le sucre, également le gras. Pour le gras également, c'est important de dire beaucoup de choses là-dessus par rapport au type de gras qu'on a. On se rend compte que nos femmes également, ils font cuire presque l'huile. Oui. Vous aimez avoir cette sensation-là qui brûle l'huile avant d'y mettre la viande ou le poisson. Ça également, ça a des conséquences. C'est pas bon, cancérigène d'ailleurs. Et également, les types d'huile qu'on a, il y a des huiles qui ne supportent pas la chaleur. C'est ça. On a beaucoup d'huiles importées. Voilà, il y a des huiles importées qui ne sont pas en adéquation avec nos méthodes culinaires. C'est ça. Je sais que le PADES accompagne également beaucoup quand on parle de nutrition. Vous avez eu à soutenir dans des zones où vraiment, au Sénégal, la malnutrition est à un taux assez élevé. Bon, peut-être revenir rapidement sur ce que c'est que le PADES. Nous sommes plus dans l'autonomisation socio-économique, mais avec logique approche familiale, où nous adressons ces questions et nous accompagnons des femmes. Par exemple, un modèle de femme qui produit de la farine enrichie et qui est justement en partenariat avec l'ancienne comité, cellule de lutte contre la malnutrition, et qui produit justement ce type de farine pour un peu combler justement, travailler sur la base, sur la petite cible.
Et parallèlement, nous avons une grande initiative soutenue par la Banque mondiale, le PIPA-DHS. Donc c'est un programme qui investit sur les premières années de la vie de l'enfant. Très bien. Voilà, pour pouvoir agir. Et le mot de la fin, parce qu'on est pratiquement au terme Il est l'heure de en l'émission. quelques secondes. Oui. En 10-10. Voilà. Le mot de la fin, c'est de focus vers notre processus qui veut positionner les femmes au cœur de l'économie. Donc, permettre aux femmes de mieux contribuer à la construction de à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we align what's left.